Bienvenue pour ce nouveau webinaire sur la REP PMCB. Donc moi c'est Jérémy André, conseiller en animation énergétique CAPEB de Rome, à l'animation aujourd'hui. Je tiens à remercier Hervé Blaise, notre président ici présent de la CAPEB de Rome, Elisa Sarteur, ma secrétaire générale, à l'origine de ce webinaire. Et puis également du coup Nicolas Philibert, CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes, qui intervient avec nous aujourd'hui, que je remercie et à qui je vais laisser la parole. Quelques règles pour commencer ce webinaire, donc d'environ 45 minutes. On s'est dit qu'on va rester sur un format assez court pour pas vous prendre trop de temps. Normalement, les micros sont coupés, hein, c'est pour des questions de qualité d'enregistrement, mais effectivement, n'hésitez pas à nous dire, on réactivera ça sans problème. Pour le coup, on enregistre ce webinaire, vous avez dû l'entendre. L'idée, c'est de pouvoir le diffuser sur la chaîne YouTube de la CAPEB, Aura. Donc, si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, bah, désactivez bien vos caméras. Donc, voilà, les petites règles pour ce webinaire. Et puis, sans plus attendre, on vous propose donc de regarder un petit peu tout ce qu'on va enfin, tous les sujets qu'on va traiter avec vous aujourd'hui. Donc, bonjour à vous, Nicolas, vous nous avez rejoint. On vous propose de traiter ce sujet un peu complexe qui est le sujet de la REP PMCB, hein, en 4 points principaux. D'abord, vous rappelez voilà, un court rappel, hein, sur le fonctionnement de la REP. Ensuite, on va vraiment se focaliser sur les services de la REP, les choses que vous pouvez mettre en œuvre de façon très, très opérationnelle. Et puis après, un petit point d'actualité, parce que je pense que vous en avez tous entendu parler, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui autour de la REP, et un point, et puis un petit focus sur des points d'attention, des points un peu, on va dire, un peu plus complexes dans le cadre de la REP. Voilà. S'agissant des origines et des principes, c'est toujours bon de savoir d'où on vient sur la REP. L'idée, c'est vraiment c'est des réglementations, parce qu'en fait, on va revenir sur ce point plus tard, mais il y a des REP pour plein de matériaux différents, et là, c'est une réglementation pour gérer la fin de vie des matériaux dans le champ des produits et des matériaux de construction du bâtiment. C'est ça que ça veut dire PMCB. À l'origine de la REP, en fait, comme pour beaucoup de REP, l'idée, c'est de dire, enfin, le constat qui a été fait, puisque c'est une jeune REP, hein, qui date de 2023. Le constat qui était fait, c'était qu'en fait, on avait des problèmes de recyclage dans le bâtiment, et notamment parce qu'on avait des problèmes de tri à la source des matériaux. On n'avait pas des flux suffisamment bien triés pour bien les recycler derrière. Et on avait aussi pas mal de problèmes de dépôt sauvage. Donc en fait, la REP, elle a été faite pour répondre à ces problématiques-là et pour faciliter la fin de vie des matériaux. Ça, c'est l'origine, je dirais, réglementaire. Et après, il y a une origine aussi, je dirais, très économique. Et ça, je pense que s'il y a vraiment un point qu'il faut saisir aujourd'hui pour vous, c'est l'enjeu économique pour vous, hein. Il y a beaucoup d'artisans qui aujourd'hui passent encore par la DIB, hein, pour gérer le matériau. Et là, vous avez, alors c'était un petit simulateur qui était proposé par Valobat. Vous voyez à gauche, il y a un tableau où en gros, pour 7 tonnes de déchets en mélange, donc de DIB, avec un prix qui était le prix de l'époque, mais qui ne doit pas être loin du prix d'aujourd'hui, mais vous en avez pour 1 300 € de traitement de vos déchets. Et sur le tableau de droite, vous avez deux étapes. On voit que si ces 7 tonnes, on les répartit selon plusieurs flux de la REP, hein, on va en reparler tout à l'heure, mais des inerts, du plastique, du bois, etc. Déjà, si vous les triez, ils vont être repris différemment par vos gestionnaires de déchets. Et vous voyez, c'est les 686 € qu'on voit en total à droite. Déjà, rien que le fait de les trier hors REP, ces matériaux, ben, en fait, le traitement de vos déchets vous coûte moins cher. Et dans le cadre de la REP, eh ben, vous voyez qu'en fait, le traitement des matériaux, il est gratuit. Et donc, ça vous coûte encore moins cher. Donc, en fait, c'est l'enjeu économique de la REP, hein. En gros, le traitement de vos matériaux vous coûte beaucoup moins d'argent. Voilà. Et ça peut vite faire une différence au final. Euh, Ensuite, donc je passe la parole à Jérémy sur le mécanisme de la REP. Merci, Nicolas. Alors, du coup, le mécanisme financier, donc l'arrêt de bâtiment, pour le REP PMCB pour responsabilité par l'énergie du producteur, donc c'est l'application du principe du pollueur-payeur. Moi, je compare ça un peu comme les C2E, où c'est pareil, le principe de pollueur-payeur.
Donc, c'est des éco-contributions sur les produits versés à l'achat. Donc, c'est des entreprises artisanales. Souvent, vous allez payer les éco-contributions aux producteurs, donc aux fabricants, qui va, eux, reverser pardon, aux éco-organismes et qui ça va permettre de financer justement les opérateurs de déchets. Donc, c'est là qu'intervient la reprise gratuite des déchets triés, la reprise gratuite auprès des entreprises artisanales. Voilà. Donc, une petite subtilité, attention, l'éco-contribution n'est pas une taxe. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui assimilent ça à une taxe, et c'est pas une taxe de plus. Surtout, c'est pas une taxe de plus pour les entreprises. Donc, voilà pour le mécanisme financier. Ensuite, sur du coup les catégories de déchets. Donc, il y a les catégories 1 et les catégories 2. Donc, les catégories 1, c'est les catégories inertes. Donc, on trouve tout ce qui est béton, briques, tuiles, ça. Ça concerne souvent les maçons, les couvreurs. Voilà, pour comprendre bien ce que c'est les déchets inertes, par exemple, on laisse ces déchets au milieu d'un champ, eh bien, ils ne bougent pas, ils resteront là éternellement. Et ensuite, la catégorie 2, c'est les produits non inertes. Donc, on va retrouver les métaux, les bois, les plâtres, les plastiques, etc. Donc, ça concerne plus les menuisiers, les plaquistes, tous les métiers du second œuvre. Et pour assimiler ça, en fait, c'est des déchets qui vont se dégrader dans le temps. Donc, voilà pour cela. Et ensuite, pour du coup, les organismes, pardon, les quatre éco-organismes qui sont coordonnateurs de la REP, alors bien, il y a un coordonnateur qui est l'OCA Bâtiment, ça c'est très important à savoir, et après il y a quatre éco-organismes, donc Valobat, Valdelia, Écomaison, Écominéraux. Donc on voit sur les catégories que je vous ai présentées avant que seul Valobat fait la catégorie 1 et 2, Écominéraux ne fait que la 1, et les deux autres éco-organismes font les catégories 2, pardon. Donc attention, il n'y a que ces quatre éco-organismes, hein. Comme je disais là, Nicolas, avant la réunion, j'avais un artisan qui m'avait appelé une fois qui avait été contacté par aucun de ces quatre éco-organismes pour le faire adhérer sur la REP. Donc c'était certainement une arnaque. Donc faites attention à ça. Alors merci, Voilà pour merci ça. Je Jérémy, repasse la parole à Nicolas. merci beaucoup. Derrière. Euh, Ensuite, donc, pour rentrer là dans ce qui vous concerne très directement, les services aux entreprises, hein. Alors, vous avez, je dirais, deux principaux services dont vous pouvez vous saisir quand vous êtes détenteur de déchets. Voilà, donc c'est le cas, hein, globalement, on va vous expliquer un peu les termes après, mais globalement, la REP, pour la plupart d'entre vous, pour la très grande majorité d'entre vous, elle vous concerne quand vous êtes détenteur de déchets. Euh, donc, vous pouvez faire reprendre vos déchets. Alors, en fait, si vous pouvez optimiser votre pratique c'est ce qui est marqué, hein, votre pratique de tri de déchets pour les faire reprendre gratuitement. Ça, c'est vraiment le cœur du fonctionnement de la REP, c'est que si vous triez vos déchets selon les flux standardisés de la REP, dont vous a parlé Jérémy, hein, donc catégorie 1, catégorie 2, et que vous allez sur un point de collecte qui est identifié comme étant un point du maillage de la REP, le traitement des déchets est gratuit. On ne peut pas vous facturer, les points de reprise ne peuvent pas vous facturer le traitement de vos déchets. Ici, on vous met, pour le coup, les références, hein. Jérémy en a parlé, l'OCAB, et vous voyez, vous avez un petit peu l'adresse j'espère qu'elle est suffisamment visible à l'écran, mais vous avez l'adresse du site de l'OCAB, hein, oka-bâtiment.org. Vous allez trouver sur ce site-là à la fois le détail du standard de tri, c'est-à-dire que flux par flux, on va vous dire ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas. On prend l'exemple des menuiseries, typiquement, pour faire reprendre ces menuiseries gratuitement dans le cadre de la REP, il faut que les menuiseries soient présentées en point de maillage REP de façon très particulière. Je donne un exemple tout bête, hein, mais si la menuiserie est cassée, elle ne sera pas reprise. Voilà, ça fait partie du standard de tri. Et vous avez aussi sur le site de l'OCAB une petite cartographie où vous pouvez rentrer l'adresse de votre chantier et on va vous indiquer les points qui seront autour de chez vous, enfin de votre chantier en l'occurrence. Cartographie de l'OCAB, vous allez avoir la petite carte qui est à gauche. Donc vous allez avoir des petits jalons qui vont apparaître sur la carte. Alors, vous avez toutes les typologies de points de reprise, hein. Aujourd'hui, dans la REP, on va retrouver des déchetteries professionnelles qui sont en rose ici, des déchetteries publiques en orange et des distributeurs et négoces en bleu. Voilà, avec les plateformes d'inertes pardon, en vert. Donc là, ça ressemble à ça et c'est comme ça que vous pouvez identifier les points de reprise REP qui vont aussi vous indiquer quand vous cliquez dessus, vous voyez, vous avez une petite carte qui apparaît et vous avez les flux qui sont repris, donc qui sont indiqués ici, un mélange d'inertes, béton, bois, métal, etc.
Et vous avez l'éco-organisme qui a contractualisé avec ce point de reprise-là. On va vous dire pourquoi c'est important après de bien voir quel éco-organisme a contractualisé avec le point. Et donc, pour le coup, on voit ici que sur la Drôme, hein, ça c'est les chiffres pour la Drôme, c'est assez équilibré entre déchetterie publique, négoce et plateforme d'inerte. Vous en avez 26 pour chaque typologie, et vous avez aussi des déchetteries professionnelles, vous en avez 4. Sachant qu'effectivement, les déchetteries publiques, c'est important parce que c'est ce qui va couvrir les zones qui vont être un peu en dehors des centres urbains, où vous avez les distributeurs qui avaient une obligation réglementaire, hein, de mettre des bennes en place, donc qui couvrent bien tout ce qui est urbain, périurbain, mais généralement, quand on s'enfonce un peu dans les campagnes, c'est un peu plus compliqué. Et oui, Nicolas, hein, pour répondre à votre question, on vous enverra bien le support. Donc voilà pour la Drôme. Et donc ça, c'est la zone, si on regarde, hein, c'est sur la zone d'emploi de Valence. On a une couverture qui est assez bonne aussi, mais on va peut-être pas rentrer dans les chiffres, ça effectivement, c'est des taux de couverture en fonction des sièges des établissements. Petit point important à comprendre sur les modalités d'accès. C'est pour ça que je vous indiquais que quand vous repérez un point de reprise REP, il faut bien identifier s'il est du côté de Valobat, Écomaison, Valéla, etc. Puisqu'en fait, vous devez vous préinscrire quand vous amenez des matériaux dans ces points-là. Peut-être qu'Hervé, tu pourras compléter. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que vous n'adhérez pas à Valobat quand vous vous préinscrivez. Vous vous préinscrivez dans ces points-là juste pour vous annoncer, juste pour pas arriver un petit peu à l'improviste, hein, ces points-là le demandent. Et donc, généralement, vous avez soit vous vous inscrivez sur leur site internet, où ils ont même certains des applis comme Valobat avec Valodépôt, où vous allez vous enregistrer en tant qu'entreprise avec votre SIRET, vous enregistrez vos chantiers et vous vous annoncez, donc vous dites à tel point qui a contractualisé avec Valobat, je compte arriver aujourd'hui avec tel flux en telle quantité. Et c'est ce qui va vous permettre d'accéder sans problème au point. Vos déchets, s'ils sont triés selon les standards, vont être pris gratuitement, tout va bien se passer. Vous avez la même chose pour les inertes avec ce qu'on appelle des DAP, hein, des demandes d'acceptation préalable qui sont souvent annuelles. Mais vous avez ce système de préinscription, alors qui est un peu embêtant et qui n'est pas vraiment réglementaire. Normalement, c'est quelque chose qui aurait dû sauter parce que c'est quelque chose que l'arrêté de juillet 24 précisait, que pour notamment les gens qui amenaient moins d'une tonne de déchets, cette préinscription devait sauter. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas, donc il faut l'avoir en tête. Peut-être Hervé, tu... Juste par rapport à Valobat, en se mettant sur l'application, vous avez juste à rentrer même le matin, vous rentrez le numéro du camion, le déchet que vous amenez, l'heure que vous allez à peu près l'amener, et ils vous le prennent. Pour les autres, alors, tout ce qui est fournisseur, alors moi j'appelle fournisseur, c'est les points P, voilà, sont avec Valdelia. Alors là, il faut faire une préinscription par chantier. C'est pas obligé de donner le volume mais s'inscrire en amont. Et une fois que vous êtes inscrit par rapport au chantier, votre salarié ou vous-même, vous arrivez avec le produit et ils ont les bennes pour vous reprendre. Alors faites attention parce que si vous amenez des volumes un peu importants, et ben voilà, faut les prévenir quand même un peu à l'avance pour savoir pour les déchets, mais sinon c'est quelque chose qui marche. Alors là, on en parlera tout à l'heure par rapport, ils ont des soucis aujourd'hui, mais on en parlera un peu plus tard. Mais aujourd'hui, si vous fonctionnez comme ça marche très bien. Et en fait, il y a plusieurs entreprises qu'on a conseillées pour faire ça. Et ça marche bien. Moi, Valobat, pour de la laine de verre, j'avais un petit camion 335. Et ben, le matin, j'ai rentré l'appli. J'ai mis mon camion, le numéro de mon camion, mon DIB, pas le DIB, mais ma laine de verre, j'avais, et ils me l'ont pris gratuitement. Voilà. Super, merci Hervé. Mais effectivement, c'est le tri. Voilà, la base, c'est le tri, hein. On le répète, on va le répéter souvent, mais la base, c'est le tri dans la règle. Le deuxième service qui est intéressant pour les adhérents de la CAPEB en tant qu'artisans, hein, c'est la collecte des déchets en entrepôt. Donc effectivement, c'est vrai que enfin, il faut avoir la place, hein, il faut avoir la place de mettre des bennes chez vous.
Mais ça, c'est un combat CAPEB d'ailleurs, hein, l'idée de pouvoir proposer ce service aux artisans. C'est un combat qu'a mené la CAPEB et notamment sur les tailles d'ébène et les rotations d'ébène. Ce qui a été négocié par la CAPEB, c'est que du moment que vous avez une benne d'au moins 8 mètres cubes et sans exigence sur le nombre de reprises, sur la fréquence des relevés de benne, des rotations, merci, et ben on va vous reprendre, le traitement des déchets sera gratuit. C'est-à-dire, c'est la même chose que si vous emmenez les déchets dans un point de dépôt, le traitement des déchets est gratuit. Ce qui était normalement négocié à la base et ce qui était marqué dans l'arrêté de juillet 24, c'était que normalement le transport devait être gratuit aussi. Malheureusement, et on va y revenir, hein, ça fait partie des services qui sont un peu attaqués actuellement dans le cadre des discussions réglementaires qui ont lieu en ce moment. On revient sur ce point-là plus loin, hein. Mais malheureusement, le transport n'est plus pris en compte. Alors néanmoins, c'est un service qui, je pense, reste intéressant, puisqu'encore une fois, vous ne payez pas le traitement de vos déchets. Donc, si c'est quelque chose, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous, puisque pour le coup, vous n'allez pas avoir à identifier des points du maillage. Ça peut des fois être compliqué en fonction de là où est localisé votre chantier, etc. Ça, c'est plutôt un changement de façon de travailler. Vous avez vos bennes chez vous, vous ramenez vos déchets tous les soirs sur l'entrepôt. Voilà, vous les répartissez dans les différents flux. Dès qu'elles sont pleines, vous les faites relever. Ça peut être une façon de travailler aussi. En tout cas, c'est probablement un service qui peut être intéressant pour les artisans de la CAPEB. Euh, et pardon, sur la reprise en entrepôt, là aussi, ça se passe avec les éco-organismes. Là, je vous ai donné deux exemples, Écominéraux et Valobat. Ça, après, bon, vous rentrerez, si vous souhaitez aller sur on a accompagné beaucoup de gens hein, pour aller sur ces services-là. Vous revenez vers nous, on vous explique les choses. Typiquement, Valobat font la distinction entre petits et grands volumes. Soit vous allez rester avec vos gestionnaires de déchets et il va y avoir une compensation, soit c'est Valobat qui va vous proposer des gestionnaires de déchets. Bon, dans tous les cas, on vous accompagne sans problème là-dessus. Donc ça, voilà, c'est pour la reprise en entrepôt. Le dernier service qu'on peut trouver, c'est le service de reprise sur chantier. Alors ça, on le met un petit peu à part, ce sujet-là, parce que pour le coup, c'était aussi quelque chose qui était prévu par la réglementation, mais on parlait de quantités qui sont importantes, hein, de plus de 150 mètres cubes. Donc c'est quelque chose qui a été un peu particulier à mettre en place. Ça concerne les gros chantiers et pour le coup, alors d'une part, ce service-là aujourd'hui est très chahuté par le contexte actuel hein, et c'est le service qui est le plus débranché. Aujourd'hui, les chantiers de déconstruction, de rénovation sont plus acceptés. Il y a juste le neuf qui est accepté. Et d'autre part, la CAPEB n'était pas forcément très favorable à ce type de service parce qu'en fait, ça crée tout simplement une inégalité de traitement entre les petits et les gros chantiers. Et donc, voilà, c'est vraiment un service à mettre un petit peu à part dans le paysage REP. Surtout dans la déconstruction, c'était surtout des éco-minéraux qui revalorisaient facilement. Et en plus, ils faisaient payer. Exactement. Voilà. Donc, Exactement. c'était un sujet qu'on n'a pas trop défendu, où on n'a pas trop travaillé dessus, parce qu'en fait, c'était pas avantageux pour les Exactement. artisans. Donc, Exactement. aujourd'hui, vous allez chez n'importe quel récupérateur éco-minéraux, logiquement, il vous reprend gratuitement vos déchets, sans passer par tout ce système. Donc voilà, voilà pour les services. On vous a parlé d'un petit point d'actualité, hein. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a quand même fait pas mal de bruit. La REP est clairement chahutée aujourd'hui. Donc c'est encore une fois, c'est une REP qui est jeune et qui aujourd'hui est chahutée. Alors pour faire simple, depuis le printemps dernier, le printemps 2025. La REP a été chahutée. Pourquoi? Parce que effectivement, que ce soit la CAPEB, la FEDE, les gestionnaires de déchets, les éco-organismes trouvaient qu'il y avait un certain nombre de choses qui fonctionnaient pas et ont demandé la mise en place d'un moratoire par la ministre de l'écologie. Donc ça date de ce printemps, hein, du printemps dernier. Donc un moratoire, il y a deux choses qui ont été décidées, un moratoire et une refonte.
le moratoire visait à geler toutes les dispositions qui devaient entrer en vigueur début 2025 pour les étudier une par une et pour voir si elles allaient vraiment être mises en place. Et donc, ces dispositions, vous les avez à l'écran là. La CAPEB, donc il y a une consultation qui a été faite en septembre 25. Pour le coup, nous, on a été aussi percutés par les allers et retours politiques, par les changements de gouvernement, parce que tout ça ralentit bien sûr les échanges qu'on a avec les pouvoirs publics. Globalement, alors je ne vais pas détailler toutes les mesures, mais typiquement, une mesure phare, on vous a parlé de la reprise en entrepôt. Normalement, cette mesure, elle était pensée avec une prise en charge des transports, et ça devait être mis en place à partir de janvier 25. Le moratoire vise à geler ça, donc à geler pas à geler le principe de la remise en entrepôt, ce sera toujours possible, c'est pour ça qu'on vous présente le service. Par contre, à geler la prise en charge des transports dans le cadre de ce service-là. Bien sûr, la CAPEB s'est opposée au report de cette mesure. On se bat pour ça, en fait, Voilà. au niveau politique. C'est ça. Au niveau régional, c'est pareil. Au niveau national, voilà. Donc voilà, parce que pour le coup, si ça passe, toutes ces mesures vont être reportées. Alors, ils indiquent le 1er janvier 2027. Donc voilà, ça reporte de pas mal. Et là, vous avez la position, la CAPEB est dans ces échanges-là et bien sûr défend vos intérêts. Donc voilà, on peut parler de la reprise, peut-être la reprise sur une autre chose qu'on peut évoquer avec vous, c'était la mise en place de la benne résiduelle. La benne résiduelle, c'est quoi? C'est des produits sur lesquels on paye des éco-contributions. Certains d'entre eux aujourd'hui ne sont pas repris, ne sont pas dans les flux de la REP. Et là, il y a une proposition de report. Donc bien sûr, la CAPEB dit non, c'est soit vous levez les éco-contributions d'un côté et effectivement on n'a pas de service derrière, soit il faut un service derrière avec une benne résiduelle, quoi. Voilà. C'est le type de combat qu'on mène pour vous. Et alors, pour être tout à fait transparent avec vous, la CAPEB a donné ses positions, mais il n'est pas du tout exclu que ces reports-là soient effectivement mis en œuvre. La consultation publique a eu lieu en septembre. Normalement, ça devait sortir en octobre. Mais encore une fois, comme on a un gouvernement qui dure 2 jours et demi en moyenne, c'est compliqué d'avoir des livrables, quoi. Et ça, si je me permettre, Nicolas, juste, Oui. on n'a pas hésité à nous demander Oui. dans les mois à venir, Complètement. notamment au niveau là, départemental, donc plus à moi, on va dire, autant que 5 APEC de Rome. Et de toute façon, on est tout le temps en correspondance avec Nicolas pour les actualités. Donc après, on vous donnera des infos quand on aura des infos un peu plus fiables dans les mois à venir. Exactement. Et donc, le deuxième sujet, je vous ai parlé d'un moratoire et d'une refonte. Par rapport au moratoire, pourquoi le moratoire? Parce que, en fait, ils de récupération de déchets triés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à ces volumes, eh ben, aujourd'hui, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, leur idée à eux, c'est toujours financier, bien sûr, c'est des boîtes privées qui vont trier les déchets et faire rémunérer cette reprise de déchets qu'ils n'avaient pas compté dans leur mode de fonctionnement. Donc ça, ça a été un gros problème parce ils avaient estimé un déchet et en fait, on a triplé, voire quadruplé les volumes par rapport au tri. Et donc ça, voilà. C'est tout à fait ça. Et ça permet de faire le lien avec la refonte, parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la REP, en fait, comme disait Hervé, il y a probablement un volume de déchets qui a été sous-estimé. Et voilà, largement. Et il y a un volume, il y a aussi, pour le coup, on a, je pense, bien fait notre travail de notre côté, c'est-à-dire qu'il y a le volume, les pratiques ont changé et ce qui est arrivé sur des points de reprise est allé plus vite que prévu. Et les services se sont déployés très vite, quoi, parce que la réglementation a cranté ça très vite dans le temps. Et donc, en fait, les éco-organismes se sont un peu fait déborder. Et il y a un problème de modèle financier, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Et donc ça, c'est la deuxième partie des échanges réglementaires qu'il y a actuellement. Le moratoire visait à geler certaines mesures bien identifiées. Là, la refonte, c'est vraiment l'idée que toutes les parties prenantes, donc on parle des organisations professionnelles, on parle des éco-organismes, on parle des gestionnaires de déchets, on parle de tous les gens qui sont impliqués dans la REP. Tous ces gens-là sont autour de la table. Il y a un comité stratégique autour de l'OCAB qui se réunit régulièrement. La CAPEB, bien entendu, en fait partie.
Et l'idée, c'est de penser une REP un peu version 2 pour voir comment ça pourrait fonctionner et comment ça pourrait être viable économiquement. Donc pour le coup, l'un des grands combats de la CAPEB sur ce sujet-là, c'est que les flux financiers soient transparents. C'est-à-dire qu'on mette vraiment sur la table, OK, quels sont les coûts engendrés pour la REP, où ils se trouvent, est-ce que c'est du transport, est-ce que c'est du traitement de déchets, enfin, qu'est-ce que sont les coûts et qu'est-ce que sont et où sont les recettes aussi, puisque pour le coup, il y a des éco-contributions, mais il n'y a pas que ça dans le cadre, il n'y a pas que ça du côté des éco-organismes. Et l'idée, c'est qu'une fois que cette vision-là sera bien claire pour tout le monde, on puisse collectivement se dire, est-ce qu'il faut débrancher certains services? Hervé l'évoquait, typiquement la reprise sur chantier, sur des chantiers de déconstruction. Nous, c'est pas en tout cas, nous, CAPEB, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser, c'est quelque chose qui a un coût important pour la REP. Donc, est-ce qu'il ne faut pas débrancher des services comme ça? Est-ce qu'il faut débrancher certains flux? Enfin, c'est des arbitrages qui sont en train d'avoir lieu, quoi. Normalement, ce qui était visé, c'était une REP version 2 pour début 2026. Je ne vous cache pas qu'une fois encore, avec les aléas politiques du moment, on sera peut-être plus sur du mi-26, début 2027, hein, avant que les choix soient faits, parce que pour le coup, aujourd'hui, les arbitrages sont pas encore faits. Donc, d'ici à ce que les arbitrages soient faits, que les décrets soient écrits, etc., on est sur un peu de temps probablement. Donc, par rapport à tout ça, une chose qui est importante, c'est de vous méfier parce qu'aujourd'hui, tous ces récupérateurs de déchets qui font le point de maillage font payer les déchets, laine de verre, plaque de plâtre, parce qu'en fait, ils ne savent pas quoi en faire. Mais logiquement, c'est gratuit. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un moratoire, mais le moratoire n'a rien décidé. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'est pas dans le... Logiquement, il faut se battre. Il faut se battre avec ces gens-là parce que Oui, c'est gratuit. Il faut complètement. bien se le dire. Et Donc, si quelqu'un vous demande de payer, c'est déjà arrivé, hein. Normalement, c'est tout gratuit. Alors, ils vont trouver plein de... Par exemple, pour les fenêtres, maintenant, ils vont trouver une norme dans le vitrage où on a de l'amiante. Donc, bien donner on la va évoquer fabrication de la fenêtre, on va venir après. Mais voilà, méfiez-vous parce qu'aujourd'hui, moi, je dis à tout le monde, en fait, comme ils sont pas au courant, et ben, comme ça leur coûte pour le moment, alors que ça ne devrait pas leur coûter, voilà, parce que l'éco-contribution du départ, c'est quand même de l'argent qu'ils ont récolté depuis des années. C'est un budget qu'ils ont. Donc voilà, eux, il faut que ça soit financier. Donc voilà, méfiez-vous de ça. Oui, Hervé a complètement raison, hein. C'est-à-dire que les principes dont on vous a parlé, les flux et les standards de tri, les services, soit aller en point de moyage, soit faire récupérer vos déchets chez vous, ça, pour l'instant, ce sont des services qui restent fonctionnels. Donc, et effectivement, on a déjà eu ce retour, hein. Dans la confusion, on va dire, actuelle, on a des gestionnaires de déchets qui jouent pas vraiment le jeu. Donc là, il faut pas hésiter à revenir vers nous, parce que nous, pour le coup, on est en contact direct avec les éco-organismes et on peut faire remonter des anomalies comme ça. Après, c'est une bonne transition. Hervé l'a mentionné, hein, mais ça, c'est un petit point vraiment sur la situation actuelle. Ça tangue à la fois en termes de services. Alors, les reprises en point de maillage, en théorie, c'est ce qui est le moins impacté, à part sur certains flux. On va revenir juste après là-dessus. La reprise entrepôt, le principe reste là. Donc, très clairement, par contre, vous n'aurez pas de prise en charge des transports. Et là, il y a une anticipation du résultat du moratoire, mais c'est déjà comme ça. Les services peinent un peu à se mettre, le service de reprise en entrepôt peine un peu à se mettre en œuvre quand vous allez voir un éco-organisme, mais ça se fait quand même parce que le principe, encore une fois, reste là. Et sur la reprise sur chantier, alors ça nous intéresse moins, mais là, c'est celui qui est le plus impacté, hein. Aujourd'hui, vous avez plus de reprise sur les chantiers de déconstruction, de rénovation, il n'y a que le neuf. Donc là, c'est clairement très impacté, mais encore une fois, ça nous concerne moins. Et effectivement, Hervé le parlait, on a aussi, on parlait, on a aussi, ça tangue du côté des flux, hein, et notamment de deux flux. Du côté du plâtre, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est la filière aval qui est saturée, hein. C'est-à-dire que le plâtre, aujourd'hui, techniquement, on sait le recycler un peu, mais pas dans des grandes proportions, et il n'y a pas assez d'acteurs qui jouent sur ce créneau-là. Donc en fait, pour le coup, la filière est vraiment
saturé à l'aval. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, le plâtre est massivement enfoui, hein, parce qu'on ne sait pas quoi en faire encore. Et donc, il y a eu un arrêt de la reprise sur chantier. Initialement, il y a des lettres qui avaient été envoyées aux déchetteries publiques pour ne plus reprendre le plâtre, mais il y a eu une levier de bouclier, et donc c'est toujours repris en déchetterie publique. Après, concrètement, est-ce que les bennes vont être relevées, etc., on ne sait pas trop. Et il y a eu un sujet d'aide minérale aussi, avec des départements sur lesquels, alors normalement pas le 26, mais normalement en région Auvergne-Rhône-Alpes, le 15 et le 73, sur lesquels on a complètement fermé les flux. Donc là aussi, il y a des batailles qu'on mène, hein, parce que c'est des flux qui sont censés être repris par la REP. Donc il n'y a pas de raison de fermer ces flux-là, quoi. Voilà, donc oui. Je voudrais revenir parce on a parlé de tout ça, tous ces flux. Juste chez les fournisseurs, renseignez-vous bien avant, vous les appelez. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Parce que ils sont carto- car- Ouais, graphique. cartographiés sur la carte, mais en fait, ils reprennent pas. Je vous donne un exemple, c'était pas dans la Drôme, hein, c'est dans l'Ardèche. Nous avons Point P qui fait partie du Valobat, qui se trouve au Cheylard et qui est cartographié comme point de maillage et qui ne reprend aucun flux. Donc j'ai été soumis, donc appelé quand même avant. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont importantes. Voilà, à Par contre, penser. il faut faire remonter ces anomalies, parce que s'ils sont cartographiés, normalement. Normalement, il devait. Ouais. Voilà. Ouais, merci de le préciser, effectivement, et Hervé fait bien de le préciser, parce que si on va au bout du raisonnement, en fait, c'était une obligation pour les distributeurs de mettre des bennes au-delà d'une surface donnée. Vous n'avez pas à être client chez ces distributeurs-là pour accéder aux bennes, mais par contre, ces distributeurs-là, et c'est un petit peu là-dessus qu'ils jouent probablement, n'avaient pas d'objectif en termes de volume à traiter. Et donc, c'est Hervé qui avait notamment fait remonter ces sujets-là, hein. Les bennes sont très vite pleines, assez peu souvent relevées, et donc ils ne reprennent plus, quoi. Mais donc là, c'est une problématique qu'on rencontre aussi de ce côté-là. Mais encore une fois, faut bien le mentionner. Donc, je repasse la parole à Jérémy sur les points d'attention. Voilà. C'est ça. Je vais essayer d'aller vite, parce que je vois que le temps est bien passé, mais il reste 3 slides qui sont quand même assez importantes. Ça fait un peu la transition, Hervé parlait des fournisseurs, justement, on parle un petit peu de ça sur les metteurs sur le marché. Alors, les metteurs sur le marché, j'ai eu beaucoup de questions concernant ce domaine-là au début de la REP en 2023. Beaucoup d'artisans se demandaient s'ils étaient metteurs sur le marché. Donc, en fait, il y a 3 cas de figure. Il y a soit on importe de l'étranger et souvent, on est considéré comme metteur sur le marché parce que, sauf si, donc là, il y a l'exemple des menuiseries intègrent par exemple déjà des éco-contributions. Voilà, il y a je fabrique, donc là, forcément, je suis metteur sur le marché. Il y a une distinction de produits simples, produits complexes. Ou si on pose des produits français, souvent, on n'est pas metteur sur le marché. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez voir auprès de vos fournisseurs, si jamais ils vous font payer des contributions lors de vos achats, donc là, vous n'êtes pas considéré sur le metteur sur le marché. Voilà. Donc, si je suis metteur sur le marché, évidemment, je dois adhérer à un éco-organisme, appliquer à mes factures des éco-contributions et reverser les éco-contributions collectées à mon éco-organisme. Voilà. En fait, il faut toujours se demander qui est à l'origine du produit fini qui va déterminer le metteur sur le marché. Voilà. L'exemple de menuisier est pas mal parce qu'il y a le menuisier qui va importer, qui va commander des fenêtres, des menuiseries PVC, du bois et qui va les poser tout simplement. Donc lui ne sera pas considéré metteur sur le marché. Si par contre il fabrique les menuiseries, il va incorporer du verre ou des choses comme ça, là par contre souvent il est considéré sur metteur sur le marché. Je me permets juste de Voilà. compléter, Jérémy. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc c'est dans ce cas-là, c'est dans ce seul cas que vous êtes finalement en contrat avec un éco-organisme, hein, que vous adhérez à un éco-organisme, qui va vous donner un numéro d'identifiant unique. Et c'est dans ce cas-là que vous allez devoir facturer des éco-contributions pour les collecter et ensuite les reverser à l'éco-organisme auprès duquel vous avez adhéré. Mais ce cas-là est ultra minoritaire pour les adhérents de la CAPEB, hein, on va se le dire. Il y a dans 90% des cas, vous achetez des produits de construction qui sont finis, et quand vous achetez vos fournitures, elles portent déjà des éco-contributions. Donc vous n'êtes pas du tout metteur sur le marché. Une éco-contribution, ça ne se paye qu'une seule fois. C'est vraiment dans le seul cas où c'est vous qui fabriquez, comme dit Jérémy, le produit qui va arriver sur le marché. C'est vraiment les grandes fenêtres où vous achetez d'un côté vos carrelets, vos vitres, votre quincaillerie.
et vous assemblez tout ça pour fabriquer la fenêtre. C'est dans ce cas-là uniquement où vous êtes sur le metteur sur le marché, avec le cas aussi de l'import hein, qu'il faut mentionner, puisque généralement, quand on importe des menuiseries, le fabricant qui est en Allemagne, en Suisse, etc., ils n'ont pas la même réglementation. Donc, eux, ils n'ont pas les éco-contributions. Donc, les fenêtres que vous achetez ne portent pas d'éco-contribution. C'est vous qui les faites rentrer sur le territoire et c'est vous qui allez devoir apposer à ces produits-là des éco-contributions. C'est ça. Non, Voilà. voilà. Une dernière chose, si jamais vous devez adhérer à un éco-organisme, vous choisissez celui que vous voulez. J'ai eu un artisan qui m'a appelé, il a un éco-organisme, l'obliger un petit peu à adhérer chez lui, ils n'ont pas le droit de faire ça, évidemment, vous choisissez en fonction des catégories de déchets, un, deux, Exactement. voilà. Et en fonction des barèmes, puisque les barèmes peuvent différer sur deux catégories comparables, des fois les barèmes peuvent différer un peu. Ok. Euh, Voilà. voilà. Ensuite, c'était sur les menuiseries risque d'amiante. Donc là, j'ai eu pas mal de questions aussi ces derniers mois, on va dire, sur ce sujet-là. Donc, il y a en fait un risque d'amiante dans le joint du vitrage des menuiseries. Et en fait, il faut savoir que l'historique, ça vient avec Valobat qui a eu un contrôle en fait par l'inspection du travail il y a quelques mois de ça, je pense. Et donc, du coup, depuis, il y a deux cas de figure en fait. Soit il faut que vous, les menuisiers, vous justifiez de la date de fabrication de la menuiserie. Si elle est après 97 et que c'est visible sur le montant des menuiseries, comme c'est indiqué ici, donc là, vous n'avez pas de risque qu'il y ait de l'amiante, ou sinon justifié par un RAT également, un repérage amiante avant travaux. Si malheureusement c'est avant 97, il incombe au maître d'ouvrage, donc souvent le particulier, de faire réaliser un RAT dans les bâtiments. Donc voilà, ça c'est très important. Alors, peut-être juste pour compléter aussi, Ouais, Jérémy, d'accord. Non, effectivement, Jérémy fait bien de parler de ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, on est un peu coincé, hein. C'est-à-dire que c'est Valobat qui a été inspecté, enfin, sur l'une de ces déchetteries. Et donc, en fait, ils se retrouvaient avec des gens qui manipulaient en déchetterie des fenêtres qui étaient amiantées et qui étaient sans protection. Donc, ils ont fait remonter ce risque-là, et maintenant, on est un peu coincé parce que on vous reprend pas dans des points REP une menuiserie si vous n'avez pas la possibilité de justifier que soit elle est d'après 97, soit vous avez un RAT. Et souvent, c'est le cas. Puisque souvent, quand vous intervenez sur des chantiers, c'est des vieilles menuiseries, donc elles sont d'avant 97. Et souvent, vous n'avez pas de RAT parce que les propriétaires ne savent même pas ce que c'est qu'un RAT. Donc, vous êtes coincé. Et donc, c'est ce qui vous est proposé ici, c'est en fait de faire remonter, parce que finalement, vous êtes coincé, c'est pas de votre fait de faire remonter ce risque finalement au maître d'ouvrage, au client, qui normalement est dans l'obligation de faire un RAT. Mais je t'ai peut-être justement coupé sur, Non, bien sur sûr, la non, fin non, c'est exactement ce que je voulais faire. Après, voilà, si jamais vous travaillez, donc à savoir en milieu amianté, si vous n'avez pas de SS4 en plus, donc du coup, voilà, il y a un risque pour vous. Donc voilà. Là, la meilleure solution, c'est de faire remonter au client qu'il faut faire un RAT. Actuellement, il n'y a pas C'est ça. Donc on est, couvrir en fait vous. on est conscient que c'est compliqué hein, parce qu'en gros la solution qu'on vous propose, on le voit un peu après, c'est en fait d'accoler une attestation à votre devis qui va permettre de vous sécuriser là-dessus et le client va devoir attester et vous donner la preuve soit que les menuiseries sont bien d'après 97, soit qu'il a fait faire un RAT. Si le client ne sait pas ce que c'est qu'un RAT, hein, ça fait partie de votre devoir de conseil aussi. Vous pouvez le conseiller. On vous a donné les liens ici et vous les aurez dans les PDF, notamment comment trouver un diagnostiqueur amiante qui peut faire ça. En gros, un diagnostic amiante, hein, c'est 300 euros en forfait de déplacement plus une cinquantaine d'euros par élément analysé. Mais si vous avez que les mêmes menuiseries, bah, ce sera 50 euros une fois. Alors c'est vrai que ça va être un surcoût, ça c'est sûr, mais par contre ça vous permet et à vous de travailler, d'intervenir sur le chantier en étant sûr que vous ne faites pas porter le risque à vos propres employés, hein, parce que pour le coup, si vous faites vous inspecter sur un chantier amianté et que vous n'êtes pas SS4 et que vous n'avez pas pris les précautions, bah, c'est pour vous. Et surtout, après, ça vous permet d'accéder en point de reprise sans problème aussi. C'est pas optimum, mais c'est le moins pire qu'on peut faire dans le contexte actuel, quoi, je dirais. Il faut bien déclarer qu'elles sont après 97. On va lire. Et voilà donc pour ce point-là, peut-être, Il reste voilà, pour plus les qu'un slide, on ouais, sera ouvert aux questions. c'est ça. Voilà, il faut savoir qu'il y a d'autres familles de REP, c'est qu'on a beaucoup parlé de la REP PMCB, parce que c'est vraiment un sujet, voilà, on fera pour en ce moment. Mais voilà, par exemple, pour le photovoltaïque, ça ne concerne pas le PMCB, c'est la REP EEE, équipement électrique et électronique.
Vous savez aussi pour les emballages, on n'en a pas trop parlé, je crois, mais quand vous recevez plein de produits, qu'il y a des emballages carton, plastique, cerclage, tout ça, ça ne concerne pas la REP PMCB aussi. Donc, je pense qu'elle rentre dans C'est la dernière. là, voilà, La dernière. oui, c'est exactement. Les ameublements aussi, parce qu'on a pas mal de menuisiers qui font que de l'ameublement, par exemple, ben, c'est pas la REP PMCB. Alors Donc, ça, ça va pas. effectivement, ouais, et ça, c'est Bien très fait d'après. important. Jérémy fait bien de le préciser aussi, puisque typiquement, les emballages aujourd'hui font pas partie de la REP PMCB. Ça veut dire que tout ce qu'on vous a décrit, trier selon les flux, accéder à des points de reprise ou faire reprendre chez vous, ça ne fonctionnera pas pour les emballages, qui n'est pas considéré comme un matériau de la REP PMCB. C'est une REP, pour le coup, la REP emballage, c'est une REP qui est en cours d'élaboration. Normalement, C'était bon pour 2026. c'est bon pour 2026, mais là aussi, ça va prendre du retard à cause du contexte politique. Mais ça, on vous tiendra au courant sans problème. Et après, on sera sur des mêmes logiques hein, de comment est-ce qu'on trie, où est-ce qu'on peut déposer les déchets et selon quelle modalité financière, quoi. Donc, on avait les cartons, les plastiques et les palettes aussi, Oui, qui tout à étaient fait. C'est ça. Je vois qu'il y a un paysagiste parmi nous. Je ne sais pas si peut-être tu sauras mieux que moi, Nicolas, si tout ce qui est les déchets verts, ça ne doit pas concerner la non. C'est pas REP Non, oui PMCB, c'est aussi. clair. Non, non. Et non, non. Ok. Enfin, dans ce qui est présenté de la liste des REP, il n'apparaît pas notre spécificité. Voilà. Ouais. D'accord. Ok. Ça va, normalement, ça doit arriver aussi et récupérer gratuitement aussi. Mais c'est la CNATP qui travaille dessus Ouais. et ils Mhm. sont dessus. D'accord. Et ben voilà, je sais pas Est-ce que encore si vous avez des questions. On a pas vous avez mal des parlé. questions? Les micros sont ouverts. On vous enverra le slide, effectivement. On vous enverra le lien de la visio enregistrée. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous après. Hein, ça vaut vraiment avec la visio et avec le support en slide, vous avez vraiment, je dirais, les informations de base sur la REP. N'hésitez pas quand vous voulez mettre en place un service ou accéder pour la première fois à un point de la REP, n'hésitez pas à nous Oui. contacter, nous on vous accompagne pas à pas, hein, on vous accompagne. Voilà. Encore une fois, il y a un intérêt, ne serait-ce qu'économique, à aller sur la REP parce que ça vous coûte moins cher en gestion de déchets, quoi. Tout à fait. Le site Oka Bâtiment est quand même bien mieux fait. Au départ, c'est vrai qu'ils Oui, ont amélioré, j'y suis allé dessus il n'y a pas longtemps. oui, Juste Ils l'ont refait, donc c'est un peu mieux. à la REP va se rajouter, on va en parler, hein, on en parlera un peu plus tard, on refera sur le réemploi, mais on en reparlera un peu plus tard, on fera peut-être un webinaire là-dessus, sur le travail du réemploi, et voilà, on fera quelque chose là-dessus. Juste pour vous dire quand même que il y a quelque chose qui est politiquement très important qui va se passer, c'est les élections municipales qui vont avoir lieu, et c'est très important pour vos agglos, parce que c'est les agglos qui gèrent les déchets, alors les déchets des particuliers. Donc nous, on a été repoussés par les agglos par rapport aux artisans. Je vais vous donner un exemple, il y a 4 ans, sur la commune de Châteauneuf-de-Galore. Donc ils ont refusé les artisans dans la déchetterie et on leur a demandé le volume qu'il y avait d'artisans, c'est le CIRCOM. On attend depuis 4 ans le volume qui était distribué par les artisans. Donc on attend toujours ce volume. Ce que je voulais dire, c'est que les élus que vous allez, de votre territoire que vous allez élire sont hyper importants pour cette REP et pour tous les déchets. Parce que je vais vous donner un autre exemple. Avec Nicolas, on assiste au niveau régional avec le CAB. Au niveau de l'Allier, toutes les déchetteries publiques ont pris la REP en main et toutes les déchetteries publiques reçoivent les artisans gratuitement. C'est ça qui est important. Donc, alors moi, on se bat au niveau de nos déchetteries. On dit non, mais c'est pas notre rôle. En fait, c'est le rôle des élus. Et les élus, c'est les déchetteries publiques. Donc, c'est leur rôle à eux. Et en plus, ils avaient tout à gagner parce que pour eux, il y avait une gratuité et ils pouvaient valoriser. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que Rémi, je sais pas, il est là, Rémi, et il pourra l'expliquer. Sur les 7 flux qui étaient engendrés, aujourd'hui, avec l'achat d'ébène et tout, on arrive à valoriser tout l'ensemble.
Par exemple, vous avez un déchet, la ferraille, c'est un déchet qui est valorisable et qui est pécuniairement rentable. Et ben, en additionnant tous vos flux, et ben je ne vais pas dire vous arrivez à zéro, mais quand vous vendez tout, vous arrivez presque à un niveau zéro. Voilà. C'est des choses importantes, donc ça serait pas mal d'y penser, Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un point clé et c'est le bon moment de faire pression un peu. je pense. Ouais. Complètement. Parce qu'effectivement, Hervé l'a très bien dit, ça a été une politique publique dans l'Allier et ça permet, en fait, ça permet de très bien couvrir le territoire. Parce que Ils ont couvert le voilà, territoire, en c'est fait. ça. Et pour répondre hein, sur le diagamante, amiante, on a une question là-dessus. Vous verrez, on a non seulement les petits liens là qu'il y a sur le support. En fait, vous avez un premier lien pour identifier des points enfin, des gestionnaires de déchets spécialisés amiante. Ça, c'était le premier niveau d'action. Si vous n'êtes pas repris dans la REP, il faut aller vers ces points-là. Vous avez un lien sur identifier les diagnostiqueurs amiante, qui est très bien fait, hein. Vous verrez, vous rentrez les coordonnées de vos chantiers, vous identifierez tous les diagnostiqueurs autour du chantier pour proposer à votre client, hein. Et puis, on a fait une petite note technique aussi là-dessus. Je pense que Jérémy pourra la communiquer sans problème hein, à qui la demandera. En tout Bon. cas, merci à tous. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si on clôture le webinaire ici pour ne pas vous prendre trop de temps non plus. J'ai relevé tous les participants, donc j'enverrai, je pense, moi, le Ouais, PowerPoint, il n'y a aucun problème. on envoie tout ça et puis après, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Merci. Ciao. Au revoir. Bonne journée.